C'est parti pour une vidéo de témoignage sur ma vie, ma biographie et surtout mon parcours scolaire et professionnel du lycée jusqu'à la robe d'avocat et jusqu'à ma prestation de serment. Alors moi j'ai un bac S, un bac scientifique que j'ai obtenu sans trop forcer. Et au lycée quand même, je commençais parce que je voulais être médecin de base. Et au lycée, j'ai commencé à me désintéresser des matières scientifiques parce que je ne voulais plus être médecin. J'en avais vraiment très marre de tout ça. Et c'est au cours de conversations avec mes parents que j'ai découvert le droit du travail dans les grandes lignes. Et c'est là que j'avais compris en fait que moi, ce que je voulais faire, c'était défendre les gens et transmettre mon savoir. Et c'est donc au lycée que j'ai eu envie de devenir avocat pour défendre les salariés face à leurs employeurs. Me voilà donc partie pour une première année de droit. Premier semestre de la licence, catastrophe, j'ai eu 8,5 de moyenne, je prends ça totalement à la légère étant donné que j'avais des facilités au lycée et que je réussissais sans trop travailler, je pensais que le droit ça allait être pareil, et non, pas du tout, pas du tout pareil, des notes qui faisaient vraiment flipper, donc 8,5 au premier semestre. J'ai donc redoublé d'efforts au second semestre. J'ai eu 11,4, un truc comme ça, donc ça ne me permettait pas d'avoir la moyenne sur l'année. En revanche, ça me permettait de passer en deuxième année quand même. Pour autant, je suis quand même allée au rattrapage où je n'ai rien foutu parce que j'en avais marre. C'était à la fin de l'année, il fallait que je révise des matières du premier semestre. J'en avais marre. Et comme je savais que je pouvais passer à Jacques ou à minima, c'est-à-dire passer en L2 avec des matières du semestre 1 à rattraper, voilà, j'ai fait ça. Donc au deuxième semestre, je commence à prendre le pli et je passe en L2 à minima avec le droit des personnes et l'histoire des institutions je crois que c'était avant 1789, à passer en plus de toutes mes matières de L2. Donc sachant que le droit des personnes, c'était une matière ATD. Donc j'ai passé un premier semestre de L2 de fou furieux parce qu'en L2, j'avais 2 matières ATD, normales, 2 matières majeures, et j'avais également le droit civil, le droit des personnes, une 3e matière majeure, donc une 3e matière ATD que je devais rattraper. Et en TD de droit des personnes, donc pour ma 2e année de droit des personnes, j'ai eu un chargé de TD qui était vraiment génial, contrairement à la première qui était absolument abominable. Et d'ailleurs, ce chargé de TD, il est devenu avocat après moi. Et bref, je l'aimais trop. Grâce à lui, j'ai compris enfin ce que c'était un cas pratique. Et j'ai enfin eu des bonnes notes. Et histoire des institutions avant 1789, alors là, j'ai fait un hold-up. J'ai dit, je l'ai passé 3 fois, cette putain de matière. Et la 3e fois, j'ai quand même réussi à avoir 15,5. Et pareil, en droit des personnes, j'avais tout arraché. J'ai tout arraché parce que c'est bon. 3 fois, il y a un moment, il faut y aller, quoi. Fin de la L2, je déménage de chez mes parents. J'ai 19 ou 20 ans, un truc comme ça. Le but, c'était de prendre mon indépendance et de me rapprocher de la fac parce que j'habitais dans un petit village peuplé d'irréductibles gaulois qui n'étaient pas près de la fac. Et bref, j'avais envie de partir, j'avais envie de vivre seule, de prendre mon indépendance. Et donc, j'ai donc commencé à travailler à McDo. Je travaillais en général entre 18 et 25 heures par semaine à McDo, les soirs et les week-ends. Donc j'étais off de McDo le lundi, mardi, mais le lundi, mardi j'avais cours et j'étais off des cours le samedi, dimanche, mais le samedi, dimanche j'avais McDo. Donc je m'en rendais pas compte, mais c'était un rythme vraiment, un gros rythme. C'est possible, je ne suis pas la seule à avoir réussi mes études en ayant un job étudiant à côté. Et à McDo, on était de nombreux étudiants, il y avait de nombreux étudiants qui étaient dans le même cas que moi, après qui ne faisaient pas forcément du droit. En droit, j'étais la seule, mais il y avait d'autres étudiants comme moi et on a réussi. C'est possible de réussir ses études avec un job étudiant à côté. En L3, je m'oriente en droit privé parce que là, encore une fois, le droit administratif, j'ai détesté, mais quand j'étais avocat, je partageais mes locaux avec Aurélien Pi, mon ami et ancien confrère, du coup, qui intervient en droit public. Et il s'avère que ce qu'il faisait, ça avait l'air cool, sauf qu'en fait, moi, j'avais eu des profs horribles. Et profs horribles, matière horrible, donc je m'oriente vers le droit privé que je préfère. L3, rien à signaler, tout se passe bien. Je poursuis en M1, droit des affaires. À l'époque, il n'y avait pas de sélection en master, la sélection elle se faisait en M2.
Et pourquoi j'ai choisi le droit des affaires? C'est parce que j'ai découvert le droit commercial et le droit des sociétés et je suis tombée amoureuse de ces matières et j'avais trop envie de devenir avocat en droit des affaires. Bon, ça s'est pas fait du tout, mais c'est pas grave. Et en M1, je réussis à avoir des meilleures notes qu'en licence. D'ailleurs, en licence, j'ai oublié de vous le dire, mais en général, j'avais entre 11 et 12 de moyenne. Voilà, rien de ouf, mais normal, quoi. Et en master, j'ai eu des meilleures notes. Le master ne m'a pas transcendée. Je n'ai pas postulé en M2 parce que je ne savais pas si j'allais être prise à Grenoble et j'étais toujours à McDo, bien entendu. Et si j'étais prise dans une autre ville, de toute façon, je n'allais pas pouvoir y aller parce que je n'avais pas la thune. Donc, je n'allais pas me fatiguer à postuler en deuxième année de master si de toute façon, cette porte, pour moi, malheureusement, elle était fermée. Et de toute façon, je ne pouvais pas faire une année de plus à bosser à McDo, plus bosser les cours en même temps. Moi, j'avais un objectif, c'était de réussir le CRFPA et le réussir vite et du premier coup. Donc, ce que j'ai fait après ma première année de master, qui était ma seule année de master, j'ai préparé le CRFPA pendant 1 an et de manière autonome. Je l'ai préparé toute seule, sans prépa, et en parallèle, je continue de travailler chez McDo. Je n'ai pas de prépa parce que de toute façon, je n'ai pas les moyens. La question ne se posait pas, encore une fois, et je ne révise avec personne qui révise le CRFPA. Je suis dans ma bulle. J'étais avec mon pote JM que j'ai rencontré à McDo. On est toujours amis aujourd'hui. Et lui, il est expert comptable aujourd'hui et il révisait l'examen ou le concours expert comptable. Et moi, je révisais le CRFPA. Donc, j'étais vraiment dans ma bulle et j'allais soit à la bibliothèque municipale, soit à la BU les journées. Et les soirs, j'allais à McDo. J'ai commencé à réviser en avril et je trouve que c'était un chouïa trop tôt parce que au mois d'août j'étais vraiment prête, plus que prête, et j'en avais marre, plus que marre, et c'est très long parce qu'il restait encore 1 mois avant de passer les premières épreuves. Pour l'IEJ, j'étais inscrite à Grenoble. À l'époque, l'IEJ, ce qu'ils proposait, c'était simplement une mise à jour des cours, et ils proposaient 5 entraînement à la note de synthèse. J'en ai fait 2, j'ai eu 1 fois 6, 1 fois 7. Encore une fois, moi je me connais, je sais que je ne suis pas plus bête que quelqu'un d'autre, et il s'avère que la méthode qu'on nous avait enseignée à l'IEJ nous permettait d'avoir 6 ou 7. Donc le problème, moi j'ai dit le problème, c'est pas moi. Je ne vois pas pourquoi moi j'aurais 6 ou 7 alors que j'ai toujours eu des bonnes notes en droit depuis que j'ai fait le nécessaire et que je connais la méthode et que je sais comment ça fonctionne. Donc, je me suis acheté un ouvrage sur la note de synthèse, honnêtement, au pif à la Fnac, et ça a été une révélation totale. Et ma 3e note de synthèse, c'est celle que j'ai fait au CRFPA après avoir lu cet ouvrage. Et à partir de cet ouvrage, d'autres ouvrages et de ce qui m'a permis de faire un hold-up en note de synthèse, que j'ai créé ma propre méthode pour la note de synthèse. Voilà, petit aparté par rapport à la note de synthèse. Alors pour les options, j'avais choisi droit civil et procédure civile. À l'époque, c'était une épreuve de 5 heures en tout. Je ne sais plus si c'était droit civil ou droit de la famille ou les deux. Je me souviens plus. Bref, aucune importance, on s'en fout complètement. Ça change rien. J'avais des cours qui étaient déjà fichés et d'autres non. J'ai pris le temps de ficher les cours qui n'étaient pas fichés parce que je considérais que j'avais suffisamment de temps entre le mois d'avril et le mois de septembre. Donc j'ai pris le temps de faire les choses. Je n'ai jamais préparé mon code pendant toute ma scolarité, donc je n'allais pas commencer à le faire pour le CRFPA. C'est quelque chose qui m'embrouille plus qu'autre chose, mais je sais qu'il y a des élèves qui sont hyper performants en préparant leur code, et c'est très bien, il n'y a pas de technique mieux qu'une autre. Le but, c'est d'être à l'aise et de réussir. Et en fait, je n'allais pas me mettre à préparer mon code alors même que j'avais réussi toutes mes études de droit sans l'avoir jamais préparé, donc j'ai continué dans ma lancée, ce qui me paraissait bien. Pendant mes révisions du CRFPA, je prenais des jours off CRFPA, 1 à 2 jours off CRFPA par semaine. J'ai pris des vacances pendant l'été. Je m'étais pris 1 semaine de vacances et puis des petits week-ends par-ci par-là. Et j'ai toujours continué de faire la fête. Alors, je ne faisais pas la fête tous les week-ends non plus parce qu'il faut savoir que je suis une grosse fêtarde. Je ne faisais pas la fête tous les week-ends non plus, mais il y a certains week-ends où j'allais en boîte de nuit et je me déchirais et ça me faisait du bien. Et après, je révisais... je reprenais mes révisions le mardi parce que passer 18 ans, c'est difficile de se remettre de week-end. Bref,
Fin de cet aparté. Petite anecdote sur l'épreuve de procédure civile et droit civil. Mon réveil n'avait pas sonné. J'avais un portable, c'était pas un iPhone et il s'est éteint pendant la nuit. Mon réveil n'a pas sonné, je me suis réveillée de moi-même par je ne sais quel miracle. Je regarde l'heure, je comprends ce qui se passe. Et là, bam, 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 bam. Mon Dieu, au secours, mon portable qui a fait que sonner parce que mes copines qui passaient CRFPA en même temps que moi m'appelaient pour savoir où est-ce que j'étais, qu'est-ce qui se passait en fait. Et donc j'ai pris toutes mes affaires, je suis partie, j'ai couru dans le tram et horrible le voyage en tram de 30 minutes, le plus long de toute ma vie. Et Marielle Pic, je me souviens de cette prof, je m'en souviendrai jusqu'à ma mort je pense, a retardé l'épreuve de 10 minutes pour moi parce que j'étais en retard. Donc je la remercie vraiment beaucoup, Marielle Pic, je te fais des gros bisous. Et je suis arrivée 10 minutes après que l'épreuve ait été décalée. Donc en gros, moi j'ai perdu 10 minutes. Et lors de cette épreuve, tous mes stylos, j'avais au moins 4 stylos, ils se sont tous arrêtés d'écrire. Un par un, il n'y avait plus d'encre ou alors il ne fonctionnait plus. J'ai commencé en bleu, après j'ai écrit en noir, après j'ai réécrit en bleu et après j'ai fini en noir. C'était n'importe quoi, une catastrophe. Ce qui ne m'a pas empêché d'obtenir la moyenne à l'épreuve. J'ai dû avoir 11,5 ou 12, un truc comme ça. Donc voilà comment s'est passée mon épreuve de spé. Utilisez un réveil, voilà, utilisez même 2 réveils et pas un téléphone. Ne faites pas confiance à ces saloperies. Voilà ce que je peux retenir comme leçon de cette petite histoire. Pendant les écrits, étant donné que j'en avais marre et que j'étais prête, pas pendant les écrits, pendant mes révisions des écrits, étant donné que j'en avais marre et que j'étais prête, j'ai commencé à réviser les oraux avant de passer les écrits. Je vous le dis, je pense que c'est quelque chose qui fait la différence parce que je me conditionne à réussir. En fait, c'est le fait de commencer à réviser les oraux avant les écrits, ça veut dire que tu pars du principe que tu vas réussir. Donc voilà, j'avais fait, ça avait fonctionné. Ça peut être une perte de temps, comme ça peut être pas du tout une perte de temps. À toi de voir ce que tu veux faire par rapport à ça. Je suis donc admissible aux écrits du CRFPA, c'est super, c'est génial. Je passe ensuite les oraux. Alors à l'époque, il y avait plusieurs petits oraux en plus du grand oral. J'ai donc passé comptabilité, droit du travail, espagnol. Ouais, espagnol à la place de l'anglais parce que je suis espagnole d'origine espagnole et c'est ma deuxième langue, donc ça a été facile pour moi. Et grand oral, donc le grand oral, une catastrophe sans nom parce que j'ai eu 5. La prof avait été horrible avec moi. Le sujet, c'était la GPA, je crois, de mémoire. Et j'étais pas trop d'accord avec la prof et j'avais été insolente comme d'habitude. Et ça m'avait valu un 5. Bon. Je n'étais pas suffisamment préparée à l'épreuve du grand oral parce que comme j'avais pas de prépa et que j'étais toute seule, eh ben je savais pas ce que c'était. Bref, j'étais mal préparée, j'étais à bout, j'en avais marre et j'ai eu 5. Mais étant donné qu'il y avait d'autres petits oraux et que j'avais eu des bonnes notes aux écrits, eh ben ça m'a permis d'obtenir le CRFPA du premier coup et sans prépa. Et là, libération. Putain, c'est trop bon, voilà, c'était génial. Je suis allée fêter ça en boîte de nuit directement. D'ailleurs, je me suis endormie dans la boîte de nuit avec mes potes parce que j'étais morte. Mais voilà, c'était trop bien. Et début d'une nouvelle vie, là, j'étais tranquille. Ma vie, elle était entre guillemets, c'était tracé, quoi. C'était fini, le stress, la boule au ventre, le stress des études, etc. Terminé, trop bien. Et j'en avais tellement marre des études que j'ai reporté d'1 an mon entrée à l'école des avocats de Lyon. J'ai demandé au préalable l'autorisation à l'école, ça m'a été accordé et c'est une année pendant laquelle j'ai fait la fête. Je suis allée en Thaïlande pendant 2 mois et j'ai également travaillé en tant qu'assistante juridique pendant 8 mois dans un cabinet d'avocats où j'ai rencontré une secrétaire, Madame Pérancel, qui est toujours mon amie depuis ces nombreuses années et auprès de qui j'ai appris vraiment énormément de choses. Et c'est ce qui fait aussi que je m'étais un peu ennuyée à l'école des avocats parce que j'avais été quand même bien formée pendant ces 8 mois en tant qu'assistante juridique. Et l'école des avocats, la période de 6 mois d'école des avocats, j'avais pas trouvé ça ouf, j'avais pas appris grand chose, j'avais pas appris non plus grand chose pendant la période de 6 mois de PPI, donc c'est la période de 6 mois de stage hors cabinet d'avocat. Je comprends pas à quoi ça sert, mais bon. Et en revanche, 6 mois de stage en cabinet d'avocat, ça avait été vraiment génial. Et c'était là que je m'étais aperçue que je voulais pas du tout faire du droit du travail et qu'en réalité, je voulais faire du droit civil parce qu'en pratique, le droit du travail, je trouvais ça à gerber. Par rapport à l'école, j'avais demandé un prêt pour l'école. J'avais demandé un prêt qui m'avait été refusé par le Crédit Agricole. C'était un stagiaire qui m'avait reçu. Je lui avais demandé
je sais plus, 10 000 euros, je crois, pour l'école, la robe, les ouvrages, les allers-retours à Lyon, etc. Tout un package. Et c'est un stagiaire qui m'avait reçu et qui m'avait dit non. Et j'étais finalement allée chez CIC, on m'avait recommandé CIC. CIC m'a accordé un prêt immédiatement. Et quelques années plus tard, j'ai Crédit Agricole qui m'avait appelé pour savoir pourquoi mes parents étaient chez eux et pourquoi moi je n'étais pas chez eux. Et donc, croyez-moi qu'ils ont été très très bien reçus. Et elle s'est excusée platement, ce dont je me foutais complètement en fait. Et je leur ai dit, faites pas recevoir des gens qui veulent aller en école d'avocat par des stagiaires. Voilà, donnez-nous les prêts. Bref, fin de l'aparté. À l'issue de des 18 mois de formation d'école, vous passez encore un examen, c'est le CAPA. Moi, je n'ai pas trouvé ça plus difficile que ça. J'ai adoré réviser la déontologie, même si c'était un énorme bouquin comme ça à potasser. Franchement, j'ai kiffé le CAPA. Je trouvais que ça avait du sens ce qu'on faisait parce qu'on devait faire des consuls, des actes, etc. On était noté en plaidoirie. Voilà ce que j'ai pensé par rapport au CAPA. Et puis, CAPA réussi, libération, enfin vraie libération, prestation de serment en décembre 2016 où je commence à exercer en tant qu'avocat le 1er janvier 2017. Prestation de serment, vraiment quelque chose de très émouvant, une très grande fierté. Mes proches étaient là avec moi pour partager cet événement. Et voilà, j'ai commencé à travailler en tant que collaboratrice libérale dans un cabinet. Je suis restée 13 mois et je me suis installée à mon compte après 13 mois d'exercice, sachant que j'aurais pu m'installer avant, mais j'avais peur, c'est comme ça s'est fait comme ça. Et la suite, vous la connaissez, sachant que il y a la suite en tant qu'avocat et puis ensuite il y a la suite en tant que léalo. Donc la suite en tant qu'avocat, vous la connaissez à peu près et la suite en tant que léalo, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'en ai terminé pour ma biographie. C'était léalo et je te dis à bientôt sur ma chaîne.